que Ouais. aucun moyen de bloquer le cours. Les élèves peuvent eux-mêmes contrôler le cours qui en font. Ah oui. Donc, c'est assez... Ouais. aucun moyen de bloquer le cours. Les élèves peuvent eux-mêmes contrôler le cours qui en font. Ah oui. Donc, c'est assez... bonjour à tous. Il y a un petit moyen de bloquer décalage. On avait déjà commencé. Ça, c'est les élèves peuvent les contreparties du direct. Merci beaucoup. Bienvenue. Moi, je suis Mathieu du média Uzbek Erika, donc le média qui explore le futur. Et merci de répondre présent à cette 13e rencontre Happy Hour, donc la 13e rencontre depuis maintenant janvier 2019. Et comme vous l'avez vu avec ce petit problème d'ajustement, la première en direct sur YouTube. On n'est pas forcément encore au point, mais promis, pendant l'heure qui vient, on va l'être. En tout cas, on va essayer au maximum. Petit rappel, l'idée avec CapScience, donc le Centre de sciences de Bordeaux, et Curieux, son média, dédié notamment à la vulgarisation scientifique, c'est de poser des questions qui ont l'air d'être des questions très éloignées de notre quotidien. Quelle place pour les robots sexuels? Faut-il autoriser les bébés génétiquement modifiés? Peut-on réparer la Terre? Mais qui pourtant sont, et la plupart du temps malheureusement, des questions bien d'actualité. En ce sens, la question de la décroissance est a priori à l'opposé de ce qu'il faudrait faire au vu de la crise sociale, avec son chômage de masse notamment, qui s'annonce. Et pourtant, si on pose la question ce soir, c'est que la question de la décroissance pourrait être bien une question d'actualité. Et c'est notamment des enseignements du Covid. L'arrêt de l'économie, quasi total, a eu un effet immédiat sur les émissions de CO2. Pour vous donner quelques chiffres, sur les 4 premiers mois de 2020, c'est plus d'1 milliard de tonnes de CO2 en moins qui a été rejeté dans l'atmosphère. C'est une émission inédite dans l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. En un sens donc, cette crise a été bénéfique pour la planète et pour l'avenir de l'humanité. C'est un peu compliqué à dire au vu du nombre de morts qu'il y a eu et qu'il y a encore, mais cette crise a été pour la planète et en partie pour l'espèce humaine bénéfique. Malheureusement, je le disais, la crise sociale, elle aussi, s'annonce tout aussi inédite. Et la réponse d'Emmanuel Macron pour éviter cette crise sociale, c'est quoi? Il l'a dit le 14 juin dernier dans sa dernière allocution, c'est travailler plus et produire davantage. En d'autres sens, un peu repartir comme avant. Donc, avec ce constat, on est dans un dilemme qui est assez simple. Repartir comme avant, ça voudrait dire un modèle économique qui ne supporte pas les pauses, et on l'a vu là avec le chômage de masse qui s'annonce, et un dérèglement climatique qui ne sera jamais freiné sans ces pauses à répétition. Donc un dilemme qui est assez simple, mais va être très compliqué à résoudre. Et c'est exactement ça qu'on veut questionner ce soir. Est-ce qu'il ne serait pas temps de sortir de ce modèle de la croissance infinie avec les inégalités et la destruction de la planète qui va avec? Et est-ce qu'il ne serait pas temps tout simplement de penser à la décroissance? Qu'est-ce que ça voudrait dire à l'échelle individuelle et à l'échelle collective? Est-ce que ce live qui est sur Zoom, retransmis sur YouTube, dont on vous a tenu au courant sur Facebook, dont vous pouvez réagir sur Twitter, etc., etc., est-ce que ce live sera encore possible dans un monde décroissant? Ça, on n'y répondra peut-être pas, mais en tout cas, toutes les questions d'avant, on y répondra avec les deux intervenants de ce soir, Anne de Rugy. Anne de Rugy, vous êtes sociologue et vous êtes enseignante à l'université Paris-Est Créteil, et Julien Vidal. Je te tutoie, Anne, je vous vois, peut-être qu'au fur et à mesure, Bon, on peut se... je vous tutoierai aussi. Euh, Voilà. Julien, je reprends. Tu es notamment à l'origine du projet Ça commence par moi. Tu nous raconteras un peu ce que c'est. Et tu es depuis peu, c'est le 11e ou 12e épisode maintenant, tu es à l'origine du podcast 2030 Glorieuse. Avant de débuter, vous avez bien sûr la possibilité, juste en dessous, juste à côté normalement de la vidéo, il y a la possibilité de poser vos questions. On viendra très rapidement à vos questions. Et si vous n'avez pas de compte YouTube, vous allez aussi pouvoir poser vos questions sur le dernier post de l'event Facebook. Si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez toujours nous envoyer des lettres. Je ne sais pas si CapScience a un médiateur comme Radio France, mais en tout cas, on prendra le maximum de questions et assez rapidement. Avant de répondre à toutes les questions dont je parlais en introduction, et c'est notamment une des premières remarques qu'on a reçues quand on a évoqué ce sujet sur les réseaux sociaux, c'est déjà se mettre d'accord sur le thème de décroissance. Avant tout, c'est important, c'est comme une disserte, il faut déjà définir. Le terme décroissance, on met un peu tout et n'importe quoi derrière, et je voulais déjà, Julien et Anne, vous faire réagir sur ce que vous mettez, vous, derrière le terme décroissance, avant de débuter. Anne, peut-être?
Oui, effectivement, c'est un terme qui a toute une histoire, qui est, bon, je ne vais pas refaire, peut-être on en reparlera dans la suite, mais je pense que décroissance, ça s'inscrit contre un objectif économique. Enfin, c'est l'objectif économique de nos sociétés, c'est la croissance économique, la croissance de la production, la croissance du PIB. Et la décroissance, c'est à la fois une théorie, puis aussi un mouvement politique qui dit stop, attention à cet objectif économique. Euh, pour deux raisons peut-être. La première raison, c'est ce que tu as dit en introduction, c'est-à-dire il y a des effets sur la planète, ça produit des émissions carbone, ça produit des gaz à effet de serre. Donc le système tel qu'il fonctionne actuellement n'est pas tenable. Le système économique, le système de production, le système de consommation n'est pas tenable. Puis la deuxième chose qu'il y a dans la décroissance, c'est aussi l'idée que peut-être politiquement, moralement, il n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire qu'on est dans une société consumériste avec finalement une forme d'insatisfaction sur la consommation. Alors, c'est très ambivalent, hein, je pense qu'on en reparlera, mais il y a ces deux choses. D'un côté, ça ne peut pas tenir écologiquement, donc d'une certaine façon, le système de production est condamné à terme, on ne sait pas très bien quand et on ne sait pas très bien avec quels effets. Et de l'autre côté, eh bien, il y a aussi, et puis ça c'est quelque chose qui est évoqué depuis longtemps, il y a des désillusions de la société de consommation, il y a aussi beaucoup le sentiment de manque est toujours là pour beaucoup, donc il y a quelque chose d'insatisfaisant. Et donc la décroissance, c'est dire, on va essayer à partir de ces deux insatisfactions de construire un autre système. Et donc c'est forcément une utopie, ça se projette dans le futur, donc c'est pour ça aussi que c'est plus compliqué que de décrire ce qui est, quoi. Merci Anne. Avant de te poser la même question, Julien, pour ajouter, moi j'ai juste, peut-être tu pourrais y répondre aussi, c'est en t'écoutant Anne, pardon, ça détruit la planète et en même temps, ça ne répond pas à toutes les insatisfactions, pardon. La question c'est pourquoi on n'y est pas encore alors, Julien? Moi, depuis que je gravite au début les sujets de solidarité internationale et maintenant les sujets plutôt d'éco-citoyenneté, pour moi, la décroissance, ça a toujours été un peu ce point Goldwyn de la conversation où tout d'un coup, il y avait une fin de non-recevoir. Les décroissantistes étaient des personnes qui voulaient revenir à l'âge de pierre et qui n'étaient pas en lien avec la réalité du présent. Et comme l'a très bien dit Anne, je pense que en fait, on est, nous, dans une société où la promesse est que grâce à la croissance, nous aurons une vie qui soit la plus heureuse possible. Là aussi, ça vaudrait le coup de redéfinir le bonheur, mais en tout cas, dans lequel on pourrait tous s'épanouir, posséder, avoir un accès à peu près équitable à la santé, à l'éducation. C'est la promesse de base. Et effectivement, la décroissance, si, comme elle a déjà été prédite dans les années, des années 60, 70, comme en fait une solution technique au fait que nous allions directement dans le mur de l'épuisement des ressources du système Terre, aujourd'hui, en fait, elle est aussi comme une sorte de cri pour exprimer un mécontentement d'un système qui n'arrive plus et qui n'a jamais vraiment tenu ses promesses, mais en tout cas, où là, on voit bien que l'espoir est plus recevable. Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est aussi quand même, et là, je mets directement les pieds dans le plat, à mon sens, c'est quelque chose qui appartient pour moi au début des années 2000, en fait, ce sujet de décroissance, parce que c'était le début où on commençait à vraiment se dire, OK, la boussole de notre société, qui est ce PIB qui tend vers les points de croissance, puisqu'on vraiment, on mesure le succès d'une société, d'un président aux 2-3 points de PIB en plus, ben en fait, ce n'est pas la bonne boussole. Et donc, on veut à minima réduire cette boussole ou peut-être même la réorienter. Pour moi, c'est ça en fait. J'aimerais, si j'avais pu hacker le titre de cette conférence, parce qu'en fait, on pourrait parler décroissance, mais décroissance DES, plus loin croissance ES, pour montrer qu'il y a plein d'autres croissances qu'on peut proposer à notre société, mais ça, on en parlera après. Il y a deux choses effectivement qui me frappent en vous écoutant. Et la première, c'est juste pour faire un peu d'histoire, c'est qu'on a l'impression qu'elle a toujours été là, cette croissance. Que toutes les sociétés ont toujours eu cette matrice ultime, comme tu viens de le dire, Julien, pour réguler, pour contrôler, pour apprécier un gouvernement et son chef de l'État. Or, en fait, toutes les personnes qui, autour de vous, vous disent la croissance a toujours été là, en fait, c'est faux, c'est pas vrai. La croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui,
qui régule la société et les gouvernements, ça date en fait de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est uniquement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et notamment via le plan Marshall qui a participé à la reconstruction après la Seconde Guerre, bien sûr, qui a engendré et qui a, on va dire, fait en sorte que cette matrice devienne la seule mesure économique que les gouvernements doivent surveiller. Donc, à l'échelle de l'humanité, 80 ans à peu près, on peut dire que ce n'est pas grand-chose. Voilà, je vous vois un peu doliner, mais allez-y, Anne, oui. Je serais peut-être un petit peu moins optimiste, disons, enfin, ou pessimiste, ça dépend comment on prend les choses, mais effectivement, je pense que les 30 glorieuses, les années en Europe, hein, les années 45-75, ou même, c'est un peu le triomphe de toute une idéologie, de tout un système de pensée qui est plus ancien. Et qui est pas, je pense que la difficulté, c'est que c'est un vrai idéal social. C'est pas, et que justement, on est forgé, on est le produit de cet idéal social. C'est l'idée que il faut, que l'égalité va avec l'abondance et qu'il faut démocratiser l'accès au luxe. Dès le 18e, on a ce débat sur la question de ce qu'on appelait la querelle du luxe. Je ne suis pas entrée dans les détails, mais ça veut dire, est-ce qu'il faut démocratiser le luxe? Est-ce qu'il faut démocratiser la consommation? Et là, on a un Rousseau un peu grognon qui dit, bah non, parce que si voilà, Jean-Jacques Rousseau qui dit non, parce qu'il voit le fait que si on commence à augmenter les biens, alors il y aura plus de confort, mais on va s'habituer, ça va être très dur, on va être plus dépendant aux biens. Ou qui dit attention, plus de biens, ça veut aussi dire plus d'inégalités. On va mesurer la valeur d'un homme avec ce qu'il a comme consommation. Donc ça, lui le condamne. Et de l'autre côté, on a des libéraux ou Voltaire qui vont dire ah mais non, parce que augmenter, enfin se libérer de la nécessité, l'abondance de biens, ça permet aussi de développer les arts, c'est pacificateur pour une société. Alors évidemment, ça, on peut en discuter, hein, mais c'est pacificateur, ça va unir les deux hémisphères. C'est pacificateur aussi à l'intérieur d'une société, parce que quand on commence à commercer, eh bien, on ne se dispute plus sur la religion, on ne se dispute plus sur la vertu. Et c'est clair qu'à ce moment-là, c'est quand même ceux qui étaient en quelque sorte les défenseurs de la société de consommation, même si elle n'existait pas, les défenseurs de l'idée qu'il faut augmenter les richesses, c'est ceux-là qui l'ont emporté. Et donc, c'est tout un... Et donc, effectivement, en termes quantitatifs, c'est vraiment 45-75 en France, on a un taux de croissance extraordinaire en termes de PIB, enfin, c'est-à-dire plusieurs 4-5%, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, mais quand même, dès le 19e, on commence à avoir une croissance de la production par habitant qui est là, et surtout, voilà, une représentation positive politiquement et socialement, peu à peu. Là, ce que tu es un peu en train de nous dire, c'est que s'il y avait eu Zoom à l'époque de Rousseau et de Voltaire, ils auraient eu le même débat qu'aujourd'hui. Presque. Pas tout à fait. Parce que... Ils auraient clashé, ouais. Comment, Julien? Ils auraient clashé, clashé dur, ouais. Ouais, ils auraient clashé. Effectivement. Juste, petit rappel, le terme de décroissance, il apparaît pour la première fois, en tout cas, il émerge notamment grâce au rapport Meadows, donc MEADOWS, donc il y a un rapport de chercheurs du MIT, donc Massachusetts aux États-Unis, qui pour la première fois dresse un constat qui aujourd'hui nous paraît, on va dire, assez simple à comprendre, mais qui à l'époque est assez révolutionnaire, c'est de dire une croissance infinie dans un monde aux ressources finies n'est pas possible. Et il parle de plusieurs choses. Il parle de la dégradation de l'environnement, on le voit bien aujourd'hui. Il parle aussi de la raréfaction des ressources, notamment ce qui se passe avec le pétrole, mais aussi avec le charbon, etc., etc. On le voit aussi aujourd'hui. Et à l'époque, il a été très durement critiqué. Mais ce qui est intéressant de voir aujourd'hui avec le recul, c'est qu'il a été mis à jour en 2002 et le constat est exactement le même qu'en 1972. Et donc, on l'a un petit peu dit aussi, et ça, on l'entend depuis, moi je me souviens encore de mes cours d'économie au lycée où on disait deux choses, c'est que la croissance ne permet ni de parler de pauvreté, ni bien sûr de dérèglement climatique. Là, la question, et c'est un peu la question d'un jeune trentenaire, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre 1972 et 2020? Comment ça se fait qu'on en est encore au même stade de devoir débattre sur est-ce que oui ou non il faut appliquer cette décroissance? Alors que dès 1972, des chercheurs et des chercheuses ont mis en avant cette décroissance-là. Comment vous voyez les choses là-dessus, sur cette non-évolution au final?
Comme vous voulez, Anne ou Julien. Moi, si je peux me permettre, j'aurais quand même tendance à dire que dans les années 72, on savait pas encore, on n'avait pas encore la preuve tangible de l'incapacité que cette promesse allait ne pas pouvoir être tenue. En fait, dans les années 70, on se disait, mais en fait, peut-être que le progrès technique, l'innovation va réussir à faire en sorte qu'on puisse décorréler la croissance économique avec l'empreinte écologique de notre société thermo-industrielle. Et en fait, à chaque fois, on se rêvait avec une nouvelle technologie. Dans les années 70, déjà 80, on parlait d'hydrogène, on parlait d'autres processus plus écologiques qui allaient nous permettre, on rêvait de cette rupture entre la courbe des émissions de gaz à effet de serre notamment et de la croissance, avec même encore assez récemment la promesse, par exemple, d'une croissance qui serait une croissance des intelligences, des échanges culturels qui, eux, normalement, sont décorrélés, en tout cas paraissent plus possiblement décorrélés d'une empreinte écologique. Je pense que là, notre chance, entre guillemets, puisque nous, êtres humains, on a besoin de se brûler la main sur le four pour se rendre compte que la plaque est vraiment chaude, bah, c'est que là, on constate directement les limites de cette croissance. Le rapport Meadows dont tu parlais, Mathieu, il s'appelait comme ça, les limites de la croissance. Mais Hollywood a fait son œuvre et nous a promis plein de choses. Le cinéma américain a mis un état de développement comme symbole du monde et comme symbole à atteindre. Moi, j'ai toujours été choqué dans ma formation humanitaire du fait qu'on mettait d'un côté les pays développés et d'un autre côté les pays non développés ou en cours de développement, juste sur des critères économiques. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, et c'est là où je m'oppose un tout petit peu à ton fatalisme qui est de dire on continue 50 ans après avoir les mêmes conversations, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, si on entendait très fort les gens qui nous disaient mais ne vous inquiétez pas, on va réussir à trouver des solutions. Aujourd'hui, j'entends plus de mon point de vue, même si je suis dans une bulle. Ouais, ok, on est assez d'accord avec vous sur le fait que la croissance infinie, ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre et comment on fait pour les emplois là qui sont menacés demain? Anne? Oui, je crois que d'abord, c'est aussi des rapports politiques. Hein. En 1972, enfin en 1974, il y a un écologiste qui alerte déjà sur le climat et qui se présente aux élections présidentielles, René Dumont. Bon, bah, il fait, de mémoire, je ne sais plus, mais enfin moins de 2%. Donc 1,30. Voilà, c'est ça. Donc, il y a vraiment une question de conquête sociale aussi, de majorité d'idées qui là c'est plutôt, enfin les années 70, c'est aussi le moment où on va continuer le programme nucléaire en France, continuer le programme autoroutier. Donc il y a un rapport de force qui politiquement n'est pas là, même s'il y a déjà, évidemment, je pense, tout est là, peut-être pas autant sur le réchauffement climatique quand même, mais peut-être plus sur les effets négatifs, la pollution, l'épuisement des ressources, les paysages, enfin le fait que les paysages soient complètement transformés par la société industrielle. On n'est pas encore sur des chiffres aussi alarmants concernant le réchauffement climatique. Mais je pense qu'une des raisons, c'est quand même que la société de consommation est très critiquée, mais elle est aussi extrêmement séduisante. Et tout notre système de hiérarchie sociale, tout est fait autour de cette question des biens, de la richesse. Il y a une forme de dignité plus grande. Enfin, toute la société, finalement, beaucoup de jugements sociaux vont s'organiser autour de cette richesse. C'est pour ça que c'est compliqué enfin, on est très vite marginal, en tout cas on l'était. Je ne sais pas, c'est peut-être en train de changer quand on se met en dehors de ça. Avant juste d'arriver à l'échelle individuelle, justement, moi c'est ça aussi qui m'intéresse dans ce débat, c'est les grands mots utilisés quand on parle de décroissance. On est depuis 20 minutes, là, un quart d'heure, en train de parler de choses que malheureusement on ne maîtrise pas forcément. On parle de développement, on parle d'histoire, on parle de politique, ça c'est encore autre chose, mais on parle uniquement de grands mots derrière, de société, de politique, de développement, de qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que le développement, comment enrayer ça alors qu'on sait, alors qu'on a les chiffres face à nous sur le dérèglement climatique et autres. Mais il y a un autre aspect, autre que politique, qui moi m'intéressait, et d'autant plus avec vous deux pour cette conférence, c'est l'échelle individuelle. La décroissance, c'est avant tout, ça on pourra en débattre, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord là-dessus, pardon, mais c'est avant tout soi. C'est qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'individu décroître? Est-ce que c'est possible ou est-ce que ce sera avant tout que politique? Et à vos deux échelles, vous avez travaillé sur une forme de décroissance
soit à des niveaux personnels, soit en étudiant. Je ne sais pas si le terme étudier des profils est le bon en sociologie, mais en tout cas, pour rester avec toi, Anne, toi, tu t'es intéressée à des gens qui choisissent à l'échelle individuelle de vivre avec moins. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je me suis pas, voilà, je me suis pas intéressée vraiment à des décroissants en termes politiques, des gens qui diraient je suis décroissant, j'appartiens au mouvement décroissant. Enfin, certains le disaient. Donc, j'ai pas pris le grand mot décroissance, mais je me suis intéressée effectivement à un phénomène qui est assez médiatisé, qui est en tout cas des individus ou des couples, en effet au niveau individuel, qui changent de vie et qui quittent un emploi où ils étaient souvent très bien payés. Enfin, il y a différents profils dans ce que j'ai étudié. Et pour un emploi moins bien payé. Donc, qui, en effet, au regard d'une carrière ascendante, par exemple, quitte cette carrière ascendante dans une démarche, c'est vrai, individuelle. C'est-à-dire, derrière, il peut y avoir des combats politiques, c'est très diversifié. Mais dans une démarche individuelle, donc ça veut dire, par exemple, un trader qui devient professeur et qui voilà, dit que son salaire a été divisé par 17, ou des cadres qui ouvrent des boutiques enfin, des restaurants, des petits bars à salade, etc., et qui là aussi voient leurs revenus baisser. Ou encore voilà, des cadres qui font une sorte de retour à la terre et je parle de cadres parce que c'est plus fréquent, mais il n'y a pas que les cadres. Et je ne suis pas en train de dire que c'est des gens qui sont particulièrement vertueux. Non, ce sont des privilégiés, mais qui ne sont plus… Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ne sont plus justement dans la croissance, l'idée de gagner plus, qui est quand même très, très forte, qui organise un peu la vie sociale. Et qui, du coup, réaménagent leur consommation et vivent de fait avec moins et ont aussi un discours assez sensible à la question écologique, essaient pour certains en tout cas au moins, de s'appliquer à soi-même ce qu'ils voudraient voir dans la société. C'est un peu la logique de ça commence par moi, effectivement. Oui, parce que là, la critique facile, excuse-moi Julien, mais la critique facile, ce serait de dire que c'est que des gens qui ont déjà beaucoup et qui peuvent se permettre d'avoir moins. Et c'est un peu un autre terme aussi qu'on entend souvent aussi, c'est la question de la sobriété. Or, la plupart des gens aujourd'hui sont dans une sobriété subie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment le choix de vivre dans un état précaire et de fait, ils vont moins polluer. On estime que les 10% les plus riches polluent 50 fois pour cent, c'est un chiffre assez grand, j'ai du mal à le dire, 50 fois pour cent plus que les 10% les plus pauvres. Donc, est-ce que toi, c'est un écueil que tu as entendu, Anne, dans le travail que tu as rendu? Est-ce que tu t'en es rendu compte? Est-ce que c'était un parti pris aussi de montrer qu'on peut partir de vraiment très haut pour aller vers plus bas? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que tu n'as pas trouvé de profil de gens qui gagnaient un peu moins et qui ont encore voulu gagner moins? Si, j'ai trouvé des profils comme ça, mais évidemment, c'est plus fréquent. Enfin, c'est quelque chose qui est… Je pense que c'est deux choses différentes, peut-être d'imaginer une société qui serait décroissante, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et qui donc se projetterait quand même sur un idéal de bonheur qui ne soit pas lié uniquement à la richesse matérielle, et puis des expériences individuelles, où là, c'est assez logique, et c'est ce qui m'intéressait, moi, c'est justement l'idée de sortir individuellement de toujours plus, qui est quand même très présente, ne me semble pas du tout absente de notre société. C'est-à-dire, aujourd'hui, les riches, ils ne se présentent pas en disant bonjour, je voudrais payer plus d'impôts, quoi. Donc, le fait d'avoir moins d'argent, ce n'est pas du tout si naturel, même quand on est privilégié. Donc, effectivement, je dirais que la décroissance, oui, c'est un peu normal que ça commence par les riches. C'est un peu l'idée aussi, c'est de réduire les inégalités. Et donc, les riches, en termes, enfin, les riches, c'est un peu abstrait, mais les classes aisées étant aussi celles qui, effectivement, par leur consommation, ont un impact sur le climat, par exemple, sur les émissions carbone qui est plus important, c'est normal que ça commence par les classes aisées. Et c'est évident que il ne s'agit pas de dire vous êtes pauvre, restez pauvre, mais il s'agit de se dire qu'est-ce qui, dans la culture populaire, dans la sobriété populaire, qu'est-ce qui est positif, quelles sont toutes les techniques. Mais il ne s'agit pas de dire c'est une sorte de décroissance forcée par le bas. Moi, je trouve que finalement, ce que je trouve intéressant, c'est justement de pouvoir dire c'est possible, et commençons par les riches, commençons par le haut.
D'autant que si je peux me permettre, pour ajouter la question de la décroissance subie ou choisie, effectivement, on revient sur la même idée que quand on parlait de décroissance dans les années 60, on avait encore une promesse qui potentiellement pouvait être tenue et donc on ne savait pas si. Et donc, les personnes qui sont les moins aisées, pour parler de la France, par exemple, ben, elles sont encore dans ce jeu de la promesse non tenue qui, même si la fenêtre se referme de plus en plus, ont toujours cet espoir d'arriver à monter sur l'échelle sociale et donc économique. Et les personnes qui, elles, ont déjà bien cheminé et qui sont plus aisées se rendent bien compte que la promesse, elle est souvent impossible à être tenue et qu'ils ont accumulé toute cette richesse. Et le nombre de témoignages de personnes qui par les conférences, les ateliers, me disent, bah oui, c'est vrai qu'à un moment, je me suis retrouvé à toujours avoir plus, mais à la fin, je comprenais même plus que je chassais et j'étais l'ombre de moi-même. Et donc, du coup, une fois qu'ils se sont rendus compte que cette promesse n'était pas possible d'être tenue, bah forcément, la sobriété subie est beaucoup plus difficile que cette sobriété quand elle est choisie. Ce qui me semble intéressant dans le renoncement des riches et dans la sexification de la sobriété, c'est que les classes les plus riches, elles ont quand même le porte-voix qui crée les marqueurs de réussite sociaux. Et donc, si ces personnes sont capables de dire, écoutez, on s'est trompé et en fait, on se rend compte que dans la sobriété, comme tu le disais, Anne, il y a des valeurs, il y a des savoirs, il y a des choses qui nous permettent vraiment, en fait, de toucher du doigt beaucoup plus de bonheur et d'avoir une fierté qui est déplacée sans forcément comparer en disant que tout est blanc et tout est noir d'un côté. Je pense que là aussi, du coup, derrière, l'être humain étant un animal social par excellence, l'envie d'appartenir à cette communauté grandissante, approuvée par les créatifs culturels de sobriété choisie, ça sera beaucoup plus évident et ça permettra la massification. Tu l'as observé, ça, Anne, ce côté modèle quand Ah même. oui, moi je dirais que c'est ça qui est intéressant, c'est peut-être ce qu'on dirait en sociologie un changement normatif, c'est-à-dire un changement des normes, effectivement, essayer de faire évoluer les hiérarchies sociales. Et évidemment que c'est toujours se présenter comme vertueux, mais c'est pas tout à fait la même vertu. Et puis après, évidemment, je pense que c'est aussi un des enjeux de la décroissance aujourd'hui, c'est de mesurer la réalité du changement. C'est-à-dire, comme on dit, la question, c'est l'impact écologique, l'impact climatique. Bah, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est juste un changement comme ça, un petit changement du type je mange bio, mais en fait, je fais 3 allers-retours à New York dans l'année. Bon, bah là, c'est sûr qu'il n'y a aucune réalité de changement. Il n'y a aucune vertu écologique. Enfin, et donc ça, c'est peut-être vers ça aussi au niveau global qu'on peut arriver, c'est-à-dire arriver à l'idée de dire, bah, il n'y a pas que la monnaie, la contrainte budgétaire, il faut qu'il y ait une forme de contrainte écologique qui soit prise en compte ou une contrainte climatique qui fasse que, oui, on dise non, c'est plus possible de consommer de cette manière avec autant d'outrance et avec des effets délétères. Donc, et ça, je pense qu'effectivement, je ne dirais pas que le changement est fait, je ne dirais pas quand même complètement, mais toutes ces personnes qui commencent à dire stop, bah, même si elles sont privilégiées, c'est quand même intéressant parce que ça donne un peu si le changement est réel, c'est un vrai changement qui peut préparer d'autres changements. Il y a une question là sur le chat YouTube de Théo qui vous demande, quand il te demande Anne, je vais y arriver, les gens qui deviennent décroissants, est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est quelque chose pour toi qui prend vraiment de l'ampleur? Tu le dis un peu dans ta réponse, mais est-ce que tu sens que ça dépasse la niche de quelques... Et Julien, tu pourras aussi répondre à cette question, bien sûr. J'ai du mal à répondre à cette question parce que bon, moi, je me suis intéressée à des portraits, donc voilà, 30 personnes. J'ai vraiment pas eu de mal à les trouver. Ouais. Ça, c'est quand même une chose aussi qu'il y a les modèles de réussite et puis il y a aussi la vie que les gens mènent. Et des gens qui changent d'emploi et qui gagnent moins, finalement, ils ne le politisent pas forcément, mais c'est assez fréquent. Et c'est fréquent un peu à tous les niveaux, pas forcément seulement en haut. Après, est-ce que ça a vraiment... je pense que le fait que ça a un impact médiatique, bah, c'est pas mal aussi, parce que justement, ça montre que les normes changent. Après, bon, c'est sûr que c'est compliqué parce que cette idée de changer de vie, bah, changer la vie, c'était déjà l'idée des années 70, après 68, hein, l'idée de, je ne sais plus quel était le slogan, mais changer ma vie, choisir sa vie pour changer le monde. Donc, c'était déjà là.
Et on avait déjà quasiment les mêmes choses. Hein. Donc, le fait d'aller vers un petit artisanat, le retour à la terre. Il y avait en plus ce qu'on n'a pas aujourd'hui, qui est les volontaires pour l'usine, c'est-à-dire les établis qui, pour vraiment des raisons de combat politique, allaient conscientiser les ouvriers et vivre la condition ouvrière. Donc ça, je ne le vois pas beaucoup. Mais dans le changement, moi, j'ai l'impression que ce qui est intéressant, en fait, c'est que paradoxalement, il y a du changement. Il y a à la fois des gens très politisés qui vont vers ce changement, donc qui relient beaucoup l'aspect global, changement du monde et leur propre changement. Parfois, évidemment, avec des degrés de radicalité plus ou moins grands, donc parfois avec un grand degré de radicalité. Mais il y a tout le halo autour. Il y a plein de gens qui ne sont pas forcément aussi politisés, mais qui, au fond, vont dans le même sens, qui est le changement de valeur. Et après, la question, c'est il faut arriver politiquement à faire quelque chose de ce changement de valeur. Julien, je t'en prie. Ouais, c'est un pas en avant, deux pas en arrière quand même pour l'instant sur cette thématique. Là, l'épidémie, tu parlais de l'impact concret en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Dans mon entourage, donc c'est une expérience qui est complètement biaisée, tronquée, mais dans mon entourage, il y a au moins 3 personnes qui m'ont dit avoir enclenché des démarches pour se rapprocher de la nature et ralentir en termes de, cette fois, c'est de la décroissance en temps passé au travail, avec l'envie de passer plus de temps pour eux ou pour leur famille. Donc ça, je pense que ça va aussi dans cette tendance-là. Et puis, il y a 2 ans, on se rendait compte qu'effectivement, au moment où il fallait réussir à passer des normes, des réglementations fortes pour, comme tu le disais, Anne, faire en sorte que la prise en compte de l'environnement soit clé dans énormément de choses, et notamment ce qui émet le plus de gaz à effet de serre en France, les transports. Et donc, je parle de la taxe carbone. En fait, on s'est rendu compte que là, c'était les citoyens qui opposaient la fin de non-recevoir. On ne va pas revenir sur ce sujet qui était biaisé, l'utilisation de l'argent, bref. Et là, maintenant, ce sont les citoyens à travers la formidable, je ne suis pas du tout biaisé dans mon approche, mais la formidable démarche de la Convention citoyenne pour le climat qui met en place, qui propose 149 propositions. Et ces 3 derniers jours, on a entendu juste quelques chroniqueurs à la télévision qui s'écharpent sur les 110 km/h au lieu de 130 km/h. Donc, c'est assez difficile d'arriver à voir par quel côté prendre la bobine pour vraiment réussir à enclencher un changement qui soit durable et passer le cap des 5 000 euros de qui veut gagner des millions, dont on est normalement censé ne plus retomber. Même si moi, encore une fois, j'ai beaucoup d'espoir là dans cette Convention citoyenne pour le climat qui pourrait nous permettre quand même une bonne fois pour toutes de cranter en termes d'ambition sur ces questions qui doivent être de toute manière à un moment. La décroissance, elle ne pourra pas être que choisie, c'est trop tard. On aurait dû la choisir il y a 30 ans, cette décroissance. Maintenant, il va falloir s'interdire des choses comme si on était ensemble, la loi m'interdit de prendre un marteau et de vous taper dessus avec. Là, il va falloir s'interdire plein d'autres choses, mais c'est le respect du vivant qui est protégé derrière. En fait. Je reste avec toi, Julien, tant pour le mot s'interdire. Comment, tu parlais, tu as inventé un verbe sexifier, ou je ne sais plus ce que c'était. S'interdire, c'est quand même ce qu'il y a de pire en termes de projet politique. Et donc, pour moi, c'est le piège et c'est la limite du mot décroissance dès le début. Parce que décroissance, ça veut dire qu'on va à l'opposé de la tendance humaine, ou en tout cas qui nous a été un peu racontée comme l'absolu, qui est l'exploration, repousser les limites et toujours chercher à dépasser quelque chose. Et la décroissance, c'est dire au contraire, il va falloir apprendre à se limiter, à réduire, à s'interdire, à supprimer. Et donc, encore une fois, c'est ce qu'on voyait dans beaucoup d'éditos quand on reprenait les propositions de la Convention pour le climat, c'était interdire, supprimer, interdire, réduire, interdire, supprimer. Et donc, c'est le piège pour moi de la décroissance parce qu'en fait, elle nous laisse dans le sillon consumériste. Elle nous laisse dans une société qui doit tourner pour son économie et nous, individus, dans notre seule existence à travers ce qu'on va dépenser, en fait. Alors que en rentrant, parce que j'ai passé longtemps à l'étranger, et en rentrant de cette vie où finalement j'avais quasiment arrêté d'être un acteur économique parce que je passais beaucoup de temps à travailler, j'avais un revenu qui était très faible, mais tous mes besoins, on va dire, vitaux étaient assurés en travaillant dans les ONG. J'ai pris le temps de redécider moi-même de ce que je voulais en fait remettre dans ma vie et à quel point je voulais être consommateur ou autre chose. Et donc cette décroissance, pour moi, c'est juste le premier pas
puisqu'ils nous permettent de vider notre vie de tout ce surplus d'activités, ce surplus d'objets qui nous encombre et qui nous fait tourner comme un hamster dans notre roue. Mais en fait, c'est juste un premier pas pour créer un espace dans lequel, derrière, on peut redécider de remplir plein de choses. La croissance des relations humaines, la croissance de la culture, la croissance de la recherche du bonheur, la croissance de la solidarité, la croissance de la régénération, de la végétalisation dans nos vies. En fait, c'est comment on décide de mettre plein d'autres croissances qui, elles, sont vertueuses. Tu as des exemples, pour continuer avec toi, Julien, de ce que tu viens de raconter, des exemples de personnes que tu as rencontrées pour le livre, des témoignages ou alors lors de tes rencontres via les podcasts, qui sont dans cette décroissance ou croissance d'autres choses, pour donner des exemples? Dans les croissances d'écologie spirituelle, notamment, de se rendre compte qu'en fait, ralentir, c'est l'occasion d'explorer peut-être, je parlais tout à l'heure du fait qu'on est, nous, explorateurs, et bien, plutôt que de creuser l'infiniment grand ou l'infiniment nombreux, c'est l'infiniment petit et l'infiniment intérieur. Donc, il y a tout un tas de démarches d'écologie intérieure qui sont assez enthousiasmantes et que j'ai pu commencer à creuser, notamment moi en participant à des stages de méditation Vipassana. Je vous invite à regarder ça, c'est assez intense, mais il y a quelque chose par rapport à ça. Et puis après, il y en a d'autres qui se sont dit, en fait, moi, je ne veux pas être limité à une simple étiquette d'acteur économique et j'ai envie de laisser libre cours à, par exemple, ma créativité. J'ai entendu une personne qui me racontait être passée au 4-5e et commencer un stage pour devenir menuisier et pouvoir fabriquer soi-même tout un tas de meubles et puis ensuite, pourquoi pas, à ses amis, à sa famille. Et je trouve que cette envie de reprendre le pouvoir de faire, c'est hyper enthousiasmant. Je termine juste avec cet exemple des incroyables comestibles, de personnes qui disent en fait, moi, j'arrête de passer 5 jours au boulot, de travailler de 8 heures jusqu'à 8 heures et de commander à emporter. Je travaille moins, mais je me reprends pied et dans la terre de ma ville en jardinant, avec l'exemple qui est connu de Rob Hopkins, mais qui aujourd'hui se développe à tel point qu'il y a une initiative nantaise maintenant qui fait qu'il y a des potagers urbains qui ont été utilisés et créés pour notamment fournir de la nourriture de qualité aux plus vulnérables et qui permet en fait de produire soi-même une partie de son alimentation dans la ville. Donc ça pour toi, c'est une forme de décroissance aussi. Ça, par exemple, a priori… Ça, c'est le tremplin de la décroissance. Ouais. La décroissance a mené à bien d'autres choses. Mais si on reste dans le sillon de la décroissance, à mon sens, on a perdu. La métaphore que j'utilise, c'est de dire que si notre société actuelle, c'était la promesse d'être dans une belle Ferrari sur l'autoroute à 300 km/h avec Johnny Hallyday à fond, la décroissance, c'est juste nous dire qu'on va rester dans cette Ferrari, on aura éventuellement le droit d'ouvrir les fenêtres, mais on va rester à 30 km/h en première sur l'autoroute tout le restant de notre vie. Alors qu'en fait, cette décroissance, elle nous permet quoi? De se rendre compte qu'il y a plein de sorties sur cette autoroute et qu'on peut se garer au premier parking et se reconnecter aux vivants que nous sommes. Il y a un autre… Anne, peut-être tu voulais réagir là-dessus? Oui, je suis pas sûre que la décroissance ce soit exactement ça, même si moi je pense pas que ce mot soit forcément le bon mot. Tout le monde le dit, hein, même les décroissants, vont dire que c'est un mot obus, un mot écran, et puis c'est un mot effectivement, même si on est en strict terme économique, on a le capitalisme, on a le socialisme, et la décroissance, là il y a un petit, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Donc c'est pas peut-être convivialisme, déjà, on aurait l'idée d'une autre forme de système, plutôt en positif. Ouais. Donc, je pense que la décroissance, il y a quand même cette idée de décoloniser les esprits, de l'économicisme et de l'idée de tout est orienté autour de l'économie. Et puis, il y a vraiment derrière aussi la remise en cause de la notion de développement, de progrès uniquement par le développement économique et mesuré par tous les indicateurs qui sont les indicateurs occidentaux qui vont comparer les sociétés de cette manière-là. Mais je pense que ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire il y a une contrainte, en fait, il y a une forte contrainte là qui est le climat, c'est une contrainte, enfin les émissions de carbone, c'est une contrainte, mais le fait qu'il y ait une contrainte, ça n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec la contrainte, on peut inventer quelque chose d'autre. On peut, je sais pas, même en littérature, ça me vient comme ça, je me dis, Pérec, il y avait des contraintes, c'était quand même génial. En chorégraphie, on peut avoir des tas de contraintes et quand même, on est extrêmement créatif, on invente et on a du plaisir. Donc, je pense qu'il ne faut pas se bloquer effectivement sur cette question de contrainte. Et l'idée de autre chose, c'est l'idée que
on construit un monde, c'est un peu une société, voilà, qui intègre cette contrainte écologique. Et qui ensuite, bah, il y a plein de choses aussi qui peuvent, voilà, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on peut aller vers du non marchand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on achète des légumes, alors on fait augmenter le PIB, mais si on les cultive dans son jardin, comme c'est de l'autoproduction, ça passe pas par la monnaie, alors on fait baisser le PIB. Donc voilà, c'est la même. Pourtant, le besoin satisfait, c'est le même. Si on fait les gâteaux soi-même, on fait moins monter. Même pas que ce soit le même, Anne, hein. Je pense que produire soi-même ces légumes, Oui. le besoin satisfait, il est peut-être même encore plus grand, hein. Oui, tout à fait. Et oui, d'ailleurs, c'est tout à fait ça. C'est que, en fait, on a le système économique a produit des catégories qui sont le travail, c'est un moyen, et la consommation, c'est la finalité. Et là, bah, en fait, si produire devient quelque chose d'intéressant en soi, si on y trouve du plaisir, alors les catégories éclatent en quelque sorte et on n'a plus le travail qui est qu'un moyen qui peut être d'ailleurs, enfin l'idée que le travail est un moyen, c'est une définition de l'aliénation chez Marx, hein, donc c'est l'idée que justement l'activité humaine n'est subordonnée qu'à une finalité qui est la consommation. Donc en effet, hein, oui tout à fait, avec la contrainte, on réinvente quelque chose en s'inspirant aussi de toute notre culture et de toutes les manières de faire. On puise aussi dans le passé. Donc, effectivement, c'est un enjeu qui me semble voilà, riche. C'est vraiment un défi très riche, mais la transition est compliquée. C'est ça le... Oui, la transition est compliquée. Surtout, ma question, c'est qui doit établir cette contrainte? Est-ce que c'est du politique? Est-ce que c'est de l'individu? Est-ce que c'est des groupes sociaux? Est-ce que c'est des corps intermédiaires? C'est la question que moi je me pose vraiment aujourd'hui. Qui doit prendre cette décision-là? Et qui aura le courage de la prendre aussi? Bah, pour moi, c'est du politique. C'est-à-dire que c'est un peu un leurre de penser que la consommation est individuelle, par exemple. On voit bien que notre consommation n'est pas purement individuelle. Bien sûr, je choisis des choses, mais c'est quand même fortement cadré par les conditions sociales, hein. Ne serait-ce que, je sais pas, je veux faire du vélo sur une route de campagne, bon, bah, c'est parfois quand même, ça peut être assez dangereux. Pourquoi? Donc ça veut dire qu'on a choisi la voiture au détriment de la marche à pied ou du vélo. Et donc, déjà, il y a ça, cette idée que la consommation serait individuelle, c'est déjà c'est assez faux, même dans notre société libérale, etc. Donc, il y a un enjeu, et puis l'enjeu du climat, c'est quand même l'enjeu de l'humanité entière, donc c'est vraiment politique. Après, les deux sont imbriqués, je pense, parce que s'il y a beaucoup de changements individuels, ça prépare, ça rend acceptable, par exemple, des contraintes hein, qui pourraient, effectivement, j'ai plus les 150 propositions en tête, mais il me semble qu'il y en a, bon, bah, 110 km/h, c'est une contrainte, mais il y en a d'autres, c'est des contraintes, hein. Et puis, c'est quand même plus efficace quand ça vient du politique, parce que les changements au niveau de la consommation, malheureusement, pour l'instant, ils ne produisent pas beaucoup d'effets au niveau global. Peut-être qu'on avait un exemple qui avait pas trop mal marché, c'est la question des voyages aériens en Suède, où on a commencé à voir que la honte de prendre l'avion commençait à faire peur aux entreprises d'aviation, parce que là, il y avait un effet. Il y a un effet de baisse. Je crois qu'avant, Julien, et je pense que tu vas abonder de ce que vient de dire Anne, mais je crois que l'un des seuls exemples, en tout cas, qui s'est établi à grande échelle, c'est l'exemple des œufs. Les œufs élevés en batterie, les achats et leur consommation ont tellement chuté depuis quelques années que les producteurs ont été obligés de changer la donne et de vendre quasiment uniquement des œufs élevés en plein air. Donc là, c'est un exemple de transition qui est partie du bas, donc des consommateurs et des consommatrices. Mais je crois que c'est l'un des seuls que je connaisse en exemple de ce que tu viens de dire, Anne. Julien? Et on a des exemples de politiques qui ont réussi à s'engager de manière forte et durable sur les questions écologiques ou pas? Il y a, je vais me faire bon, je vais tenter. Non, j'ai un exemple qui me vient en tête. Il y en a sûrement. Il y a bien sûr pas la convention, comment on appelle ça, en Uruguay, la constitution en Uruguay, qui est un exemple que je vous invite toutes et tous à aller voir, qui est un exemple incroyable de prise en compte du vivant. Ils ont un peu de mal à l'appliquer aujourd'hui, mais en tout cas, cette constitution uruguayenne à la base est vraiment une belle révolution.
L'un des exemples qui est plus proche de chez nous, qui date de l'année dernière, c'est l'envie du Parlement, je ne sais plus si c'est le Parlement belge ou le Parlement hollandais, qui a voulu supprimer le voyage aérien entre Bruxelles et Amsterdam pour se concentrer uniquement sur le voyage en train. Donc c'est un exemple de mesure politique qui va entre pays européens, qui va dans le bon sens et qui participe à la transition écologique et énergétique. Oui, oui, je te chatouille, hein, Mathieu. Il y a aussi Non, un mais exemple au niveau de la Nouvelle-Zélande qui a oui, reconnu aussi un statut les de fleuves. droit effectivement au fleuve. Je ne peux pas quand même empêcher d'avoir un certain cynisme par rapport à ça. J'avais vu dans l'émission de France Inter, La Terre au carré de Mathieu Vidard, il y avait eu une chronique où on reprenait depuis Pompidou toutes les vœux pieux de nos dirigeants politiques qui disaient, qu'ils annonçaient s'engager fortement pour protéger l'environnement, l'écologie. On voit un changement sémantique assez intéressant. Les inactions, depuis même le Grenelle de l'environnement sous Sarkozy, si je ne dis pas de bêtises, et puis plus récemment, l'incapacité des États à tenir forcément des décisions non contraignantes qui datent de la COP 21, mais qui étaient censées quand même marquer une rupture forte et qui pour l'instant sont quand même restées lettres mortes. Moi, ça me montre aussi que je pense qu'il n'y a pas de bonne solution par rapport à ça et que si j'adorerais qu'on arrive à avoir, en l'occurrence en France, pour quelque chose que je connais bien, des personnes politiques qui s'engagent durablement là-dedans, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de test and learn permanent avec un pas en avant, là ça marche, un pas en arrière, ça ne marchait pas, et puis on continue, et en fait que ça vienne des citoyens, que ça vienne même de certaines entreprises qui sont vraiment en avance par rapport à ces sujets et osent même questionner la notion de croissance avec, par exemple, la comptabilité triple capital, la circularité infinie, et là il y a de plus en plus de produits qui sont consignés, revendus, etc., etc. Je pense qu'il y a pas de… Là, on ne peut pas avoir une décision et une réponse qui soit tranchée. Il faut que ça vienne de tous les côtés. En tout cas, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous, citoyens, nous avons quand même une responsabilité d'être l'étincelle de ce changement et de donner le courage aux politiques qui, effectivement, eux, une fois qu'ils prennent une décision, ont le pouvoir de millions de personnes en une simple signature. Il y a une question d'un autre internaute qui va un peu dans ce sens-là. C'est la question de à qui s'applique la décroissance. Est-ce que le modèle de la croissance s'applique autant à la société qu'à l'individu? Peut-être que l'individu n'a pas besoin de croissance, mais que la société, oui. Est-ce que ce n'est pas une extrapolation du modèle économique et social de la croissance à l'échelle individuelle? Très belle phrase, très belle question. Ah oui, Anne, peut-être, ou Julien, pardon. Vas-y, Anne, vas-y. J'ai hâte de parler. Moi, j'ai du mal à dissocier les deux, en fait. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce que ça s'applique au niveau global ou… Ouais. Ou est-ce que la croissance s'applique aussi à l'échelle individuelle ou Disons est-ce que que c'est une société? les économies sont devenues tellement complexes que c'est difficile de savoir exactement les effets, mais une croissance de la production, ça a des répercussions sur les individus. On le voit sur le long terme, quoi. Enfin, la croissance de la production, objectivement, ça s'est traduit par une multitude d'objets, une multitude… en effet, il y a quelque chose qui se produit au niveau individuel. Après, évidemment, aujourd'hui, on sait aussi que la croissance économique, elle a des effets assez inégaux, hein, c'est-à-dire que les plus riches voient leurs revenus croître plus rapidement que les classes moyennes et on voit même les revenus les plus pauvres parfois décroître. Enfin, ça dépend un petit peu des sociétés. Donc, il y a une question de la répartition derrière. Et disons qu'historiquement, oui, c'est sûr que la croissance économique permettait de régler, entre guillemets, la question de la répartition. C'est-à-dire que si évidemment on a une croissance de la production, c'est plus facile enfin, il y a moins de conflits peut-être derrière, moins de conflits de répartition. Mais justement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est un peu de poser toutes ces questions en même temps. La consommation, la satisfaction des besoins, la production, la répartition. Et voilà, il y a une question vraiment d'organisation économique. Moi, je ne serais pas la première compétente là-dessus sur qu'est-ce que ça veut dire en termes économiques. Et puis, mais ça,
tout ça est quand même lié aussi, je dirais vraiment en termes de normes, de comportement. Si les rêves individuels changent, ils ne vont pas changer tout seuls. Hein. C'est aussi, c'est aussi des mouvements. Ce n'est pas complètement individuel. D'ailleurs, là, ça commence par moi, c'est un mouvement en fait. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas purement individuel. La décroissance, c'est un mouvement. Il y a toujours, c'est jamais complètement individuel. On essaye quand même de, justement, je pense que c'est très difficile d'être tout seul. Donc, je pense disons que les changements qu'on peut appeler individuels vont permettre des changements plus larges au niveau politique. Ça me permet, Julien, vas-y, ça me permet juste Je voulais d'introduire. rajouter juste très rapidement, Mathieu, excuse-moi, mais en plus, dans cette question, il y a moi une binarité dans la manière d'interpréter et la situation et la capacité à changer la société qui me dérange un peu, parce qu'en fait, on est comme le disait Anne, on est dans des situations qui sont tellement complexes. C'est Aurélien Barraud qui dit qu'il faut que dans les prises de décision et dans le passage à l'action, on soit dans une approche fractale qui parte absolument de tous les côtés. Et je pense que aussi, notre passage de croissance à décroissance à décroissance se fera pas du tout de manière linéaire. Et je pense qu'en plus, ça sera territorialisé avec même à l'intérieur de notre pays, sans doute certaines villes, certaines régions qui continueront à être sur une tendance, quand d'autres auront déjà repris, je ne sais pas, un ancrage local, auront décidé de réduire la voilure à d'autres niveaux. Enfin, je pense que penser que ce sera juste les individus ou juste l'État, juste croître ou juste décroître, ça me semble aussi être un peu limitant dans notre capacité à faire les choses de manière beaucoup plus complexe. Ça me fait juste penser, avant de parler des imaginaires avec toi, Julien, ça me fait juste penser à Stiglitz, donc l'ancien prix Nobel d'économie, qui racontait que certains pays ont encore besoin de croissance, quand d'autres, comme les pays européens et l'Amérique du Nord, n'ont plus besoin de croissance. Donc lui, non, il a aussi ce rapport binaire, mais entre pays. Les pays qui sont considérés comme étant des pays encore sous-développés, tout dépend, encore une fois, de ce qu'on appelle par sous-développé, tu l'as rappelé Julien tout à l'heure, auraient encore besoin, pour nous rattraper, d'être en croissance, contrairement à nous, pays européens et pays d'Amérique du Nord. Il y a un autre levier qu'on pourrait activer, c'est celui des imaginaires. Julien, mot qui est un peu, pas vaseux, mais en tout cas très abstrait, on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre derrière, qu'est-ce que ça veut dire un imaginaire, est-ce que c'est un film, est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est un groupe de personnes qui pourraient représenter, est-ce que c'est les classes créatives dont tu parlais tout à l'heure. Enfin, qu'est-ce que tu mets derrière ce terme imaginaire, les imaginaires qu'on entend de plus en plus, et comment pour toi ça pourrait activer aussi cette nouvelle forme de vie et d'aller vers les croissances que tu appelles? Je vous le disais, j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager, de vivre dans des pays d'Amérique latine et d'Asie. Et à chaque fois, dans les imaginaires, le symbole du succès ultime, c'est Tony Stark dans son Audi A8. Je caricature pas du tout. L'idée de réussite même, que ce soit dans les bidonvilles de Bogota ou à Manille ou à Cebu, ou dans les îles perdues de Siquijor ou même au Myanmar, en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir une grosse voiture et d'être un riche entrepreneur beau avec de belles lunettes de soleil et d'avoir une belle villa sur la côte californienne. Et je pense donc que là, pour ça, la réussite américaine d'imposer l'imaginaire du succès par un succès économique, par l'accumulation des biens, il a bien fonctionné. Aujourd'hui, on a une chance assez inouïe aussi par rapport aux années 70, c'est que les personnes qui racontent et qui proposent des récits ne sont pas simplement limitées à la télévision, aux séries, au cinéma et aux livres qui, quand même, rarement arrivent à avoir une massification qui soit internationale. On a aujourd'hui tous et toutes une capacité à pouvoir raconter des histoires qui vont dépasser les frontières à travers les réseaux sociaux, nos téléphones, et puis les plateformes qui, si elles ont beaucoup de critiques, peuvent quand même réussir à, aujourd'hui, on le voit, fédérer des mouvements qui sont internationaux et qui permettent de rassembler des énergies. Donc, cette histoire d'imaginaire, je pense qu'elle est dans l'exemplarité d'autres choses, d'enthousiasme et dans l'incarnation de ces autres possibles aussi. Anne, est-ce que quand tu as interrogé les gens qui ont choisi de changer de vie, ils t'ont parlé de supports culturels qui auraient pu les influencer dans leur démarche ou pas vraiment?
Oui, beaucoup. C'est-à-dire, là, c'était souvent assez plutôt des lectures, je dirais quand même. L'idée de sobriété heureuse, donc l'idée je me rappelle plus tous les termes, enfin de simplicité volontaire, tout ça, c'était très présent, oui. Oui, je pense que de toute façon, les exemples, ça nourrit, hein, des exemples où on connaît bien comment ça marche, enfin, quel a été le parcours. Euh, et puis, moi, ce qui me semble intéressant, c'est de se demander, voilà, c'est une interrogation sur qu'est-ce que c'est qu'une belle vie. Ça, c'est quelque chose que je pense, c'est une question que chacun se pose. Et chacun se le pose, quelle que soit sa classe sociale, et quels sont les moyens pour se réaliser. C'est là-dessus qu'il faudrait travailler. Je pense qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée, enfin que je n'ai pas abordée, qui est aussi la question de se projeter dans le futur. On est quand même dans des sociétés très incertaines, sociétés de marché, on peut perdre son emploi, on peut perdre son appartement, voilà, on peut perdre beaucoup de choses et je pense qu'on ne peut pas baisser son niveau de consommation si on n'a pas la garantie qu'il n'y aura pas de manque, que le minimum va être garanti. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les sociétés qu'on pourrait qu'on qualifie de pré-industrielles ou qu'on a qualifié à un moment de primitives, et où on voit que c'est une autre forme d'abondance qui n'est pas faite d'une abondance de biens, mais qui est faite de solidarité qui assure le lendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crainte du lendemain, enfin en tout cas dans l'idéal, hein, il peut aussi y avoir des stress de nourriture aussi dans toutes les sociétés, mais justement c'est cette question-là qu'il faut régler, c'est-à-dire qu'il y ait une forme de garantie. Et donc là, c'est toute une réflexion individuelle et politique sur avoir un logement, comment enfin, que ce soit possible sur toute la vie, parce que par exemple, les gens que j'ai interrogés, beaucoup, soit ils avaient acquis leur logement, pas forcément quelque chose de fastueux, mais ils l'avaient, donc ils ne pouvaient plus le perdre. Donc ils avaient les moyens de baisser leur niveau de vie, où ils ont récupéré, alors parfois par la famille, parfois par des achats dans des régions où ce n'est pas très cher, où ils ont récupéré justement en milieu rural un habitat qui permet là d'avoir une base sur laquelle se projeter. Et ça, c'est sûr que c'est pas. On est quand même dans une société qui a un peu. Enfin, il y a à la fois la protection sociale, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes du lendemain. Il faut payer le loyer, quoi. Voilà. Et donc, c'est ça aussi qui fait que, évidemment, que comment on ne va pas changer de région, changer de métier, changer si on n'a pas un minimum de certitude de ne pas manquer de l'essentiel, là. Ça me fait penser à la pyramide de Maslow. Est-ce que ça pourrait pas être une espèce de base pour construire une société, de répondre aux acquis, enfin aux besoins, je crois que c'est les besoins physiologiques, et plus on monte effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de réfléchir à un salaire à vie, comme certains le proposent. Il y a la question du revenu universel qui est revenu sur la table. Ouais. Est-ce que je te vois pas du tout être d'accord, Julien, sur cette question de revenu à vie? Est-ce qu'on retombe dans une société capitaliste et productiviste si je te parle de salaire à vie? C'est pour ça que tu n'es pas d'accord. Non, en fait, c'est la pyramide de Maslow, je comprends bien le principe sur la théorie, mais comment on explique que parmi les plus vulnérables, et pour l'avoir vu en ayant vécu dans deux bidonvilles différents, dans deux continents opposés, que la première chose que vont faire des personnes qui ont accès tout d'un coup à une manne financière complètement déraisonnable par rapport aux 2 euros qu'ils gagnaient avant, que la première chose qu'ils vont faire, c'est soit s'acheter une télévision à écran plat, soit s'acheter un smartphone qui ne répond là, en l'occurrence, pas du tout dans les premières bases de la pyramide de Maslow, mais qui au contraire veut dire quelque chose de la volonté d'appartenir à une société de laquelle ils ont été rejetés toute leur vie. Et oui, donc, tant qu'on n'arrive aussi pas à intercepter, à hacker ces messages envoyés à travers la pub, à travers le cinéma, de vous réussirez, vous ferez partie de ce grand tout extraordinaire tant que vous n'aurez pas votre nouveau téléphone portable. Je pense que la pyramide de Maslow, c'est bien sur le papier, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas. Enfin, c'est très compliqué. Enfin, de parler des besoins, c'est quelque chose qui est les désirs, les besoins. Voilà, les passions, c'est ce qui fait l'humain. Et donc, c'est très compliqué de les classer. Moi, j'adhérerais pas forcément à cette représentation qui dit le physiologique, la sécurité, puis
parce que je crois on a besoin de tout en même temps. Et ça ne veut pas dire être pour la croissance, enfin la croissance économique, mais il y a toujours, et ça je trouve que c'est assez heureux, il y a toujours un besoin d'esthétique, un besoin de relations sociales. Et la projection dans le téléphone portable, voilà, moi je l'ai pas vécu à l'étranger, mais finalement, ça veut dire aussi c'est une ouverture sur le monde. Je connais les effets délétères sur l'environnement du téléphone portable, mais là encore, je ne le condamnerai pas forcément dans le sens où c'est très compliqué d'établir une hiérarchie. Et souvent, justement, il y a une sorte de présupposé implicite qui est les besoins superficiels, c'est quand même beaucoup ceux des autres, mais ses propres besoins, non, là, le besoin de se déplacer, non, il est naturel. Le besoin d'olive, moi, je trouve qu'il est très important. Voilà, donc c'est très compliqué de hiérarchiser les besoins, et pourtant, c'est quand même un défi. Et donc là, après, je ne sais pas comment ça pourrait, mais j'aurais l'idée, moi, qu'à terme, en tout cas, il faut arriver à prendre la question de l'environnement pour réguler les besoins. Faut absolument, on a réussi à le faire avec la monnaie, a été une manière de dire, bon, voilà, j'ai une contrainte budgétaire, et ça, on l'accepte, hein, alors que bon, ça réduit quand même bien la liberté de beaucoup de gens. De l'autre côté, il faudrait qu'il y ait une contrainte écologique, donc soit des quotas de consommation, soit une manière, enfin des quotas de carbone ou des quotas d'énergie. Hein, c'est ce que proposait, je crois, Dominique Bourg après la Convention sur le climat, en disant qu'il faudrait aller plus loin, justement pour remettre de la justice sociale aussi. Parce que les quotas, ça veut dire, quelle que soit la manière dont j'envisage mes besoins, après tout, j'ai le droit à un coup de folie, mais il faut qu'il reste dans la contrainte de l'humanité, qui est la contrainte écologique. Et pour moi, voilà, la décroissance, elle évoluerait vers là, c'est-à-dire se dire, oui, on ne peut pas satisfaire de manière illimitée tous nos désirs. On doit les canaliser. Donc, on a une des manières, c'est d'essayer d'introduire l'environnement, la protection de l'environnement, la protection du monde, de la planète, de la nature, parce que là, c'est le grand échec quand même de notre système économique, c'est que en termes de ce que les économistes appellent les externalités négatives sur la nature. Donc oui. Là, c'est quand même très, très... Voilà, c'est ouvert et ce n'est pas pris en compte. Ou les externalités négatives de la consommation. Et c'est là une belle victoire de la démarche Ça commence par moi quand même, en un an, de me rendre compte que en fait, j'étais tout à fait capable de vivre en 2050 selon les engagements que la France a pris en termes d'émissions de gaz à effet de serre, sans ni me sentir moi brimé dans mon fonctionnement individuel, ni avoir l'impression d'être complètement décorrélé du fonctionnement de la société avec le rythme classique. Donc, en fait, cette limitation qui est en fait obligatoire d'acceptation de notre limite écologique, ce n'est pas du tout une contrainte. En tout cas, c'est une contrainte qui peut libérer, comme tu le disais, Anne, parce que la contrainte, en fait, elle pousse aussi à la créativité et à la résilience et à des choses qui, nous, en fait, êtres humains, sont à l'intérieur de nous et qui peuvent être réactivées assez facilement. Il y a une question, notamment pour toi, Julien, d'un autre ou d'une autre internaute, je ne sais pas, c'est comment faire pour changer les imaginaires? Ouais. Se saisir de toutes les opportunités pour le faire avec ses talents, son originalité, que ce soit à la machine à café, au covoiturage, que ce soit en créant un vlog, en écrivant des livres, en faisant des chansons, en repeignant les murs de la ville ou en décidant de refaire, je ne sais pas moi, même de la green guérilla. Enfin, je pense que là, vraiment, il faut juste occuper l'espace. On a notre cerveau qui, là, sans qu'on nous le demande, est occupé par les publicités, que ce soit dans les transports en commun, à la télévision, même dans les magazines. Comment on peut réussir à reprendre aussi le maximum d'espace pour montrer qu'il y a d'autres choses que des télés extra plates et des parfums de grandes marques. Une question encore, mais qui s'en rapproche un peu, c'est la fameuse question de l'éducation et de l'école. C'est un peu une question qui revient. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, hein, Sacha, mais au contraire, c'est une question qui revient un peu tout le temps. Est-ce que la question, c'est faut-il enseigner le fait écologique et pour comprendre la contrainte, la limite écologique mondiale, j'ai l'impression que c'est fait toujours mieux que ce que ça a été fait dans le passé. Est-ce que, bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui. C'est peut-être une question de formation, de connaissance des profs, et encore, je ne sais pas.
Oui, c'est une question d'évolution de la société. Enfin, c'est-à-dire l'éducation évolue en même temps. Moi, alors bon, là, je sais pas. Je suis peut-être, je serais pas complètement satisfaite de cette question parce que je trouve que, enfin, c'est souvent une espèce de, enfin, je me risque à un petit prêchi-prêcha environnemental Mm. qui, du coup, est déconnecté de la vraie vie, c'est-à-dire, enfin, déconnecté. C'est beaucoup, il faut trier, il faut faire ceci, les petits gestes. Et finalement, je me dis, bah, ce serait tout aussi efficace de le faire en positif aussi, la nature, protéger la nature. C'est tout un ensemble, en fait, de dire, bah oui, les rivières, se baigner dedans, quand est-ce que ce sera possible? C'est pas forcément. Je pense que c'est toute l'éducation comme ça. Bien sûr qu'il y a une intention, mais l'intention vraiment. Sans doute que c'est l'état d'une société qui se reflète dans l'éducation. Et donc, si le débat avance, si les valeurs changent, alors ça se retrouve dans l'éducation. Julien, là-dessus? Je suis assez d'accord avec ça. Et si on parle, mais je ne pense pas que forcément l'internaute l'imaginait comme ça, mais que si on parle d'une éducation froide, distanciée de l'écologie, arithmétique presque, effectivement, ça n'a aucun sens. Et presque même plutôt que d'éduquer les jeunes à l'écologie, il faudrait déjà arrêter de les déséduquer à leur propre nature, enfin, en arrêtant la compétition. J'ai vécu de manière traumatique ces moments où les professeurs rendaient les notes de la meilleure à la moins bonne et où en fait on voit chaque élève comme un ennemi. Et je pense que ça dit aussi beaucoup de choses. Donc, en plus, effectivement, je ne sais pas, en bio, de parler du système Terre et des limites planétaires et des choses que moi, on m'avait jamais inculquées. Et je pense que tu as raison quand tu dis que c'est de plus en plus présent dans le cursus. Comme le dit très justement Anne, en fait, l'éducation, ça passe par se balader en forêt, ça passe par coopérer aussi avec ses camarades et plein d'autres choses de travail d'empathie, etc. etc. Ouais, c'est en fait comment on arrive à faire en sorte que les jeunes ne se déconnectent jamais de leur propre nature. Ça mériterait une conférence happy hour de 2 heures, mais la question de la compétition que tu viens d'aborder, je pense que c'est primordial. On l'aborde peut-être pas assez. Les méfaits de la compétition, effectivement, qu'on nous apprend à l'école par les notes, notamment dans les écoles aujourd'hui. Ça aussi, ça mériterait peut-être d'être abordé. Et si on arrêtait de vivre toujours en compétition les uns face aux autres, ça pourrait déclencher des choses aussi intéressantes en termes de croissance et de transition. Et donc, éviter qu'on tombe dans de l'insatisfaction chronique qui fait qu'on arrive à tout normaliser et qu'on voit toujours plus riche, plus bien établi, avec plus de succès, etc. etc. Anne, tu parlais tout à l'heure, tu as prononcé le mot futur. Chez Uzbek Erika, futur, ça nous parle un peu. Effectivement, c'était une question que je souhaitais poser vers la fin. On va approcher vers la fin. Si d'autres internautes ont des questions, n'hésitez pas surtout. On va continuer à les prendre. On n'a pas de salle à rendre. Il va falloir que j'arrose ma plante dans pas longtemps, mais c'est la seule contrainte que j'ai, c'est tout. Pour me rapprocher du vivant, tu vois, Julien, c'est aussi ça. C'est la question du futur et de pas forcément aller dans une optique optimiste, pessimiste, c'est pas forcément le sujet de la question, mais sur les ouvertures, on parlait de la Convention climat. Si il y avait un levier à actionner pour toi, Anne, qui pourrait entraîner plus de décroissance, qui pourrait entraîner une prise de conscience, si tu devais retenir un levier, tu parlais de politique. Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est l'individu? Est-ce que c'est par l'éducation? Enfin, est-ce qu'il y a un levier qui, pour toi, pourrait enclencher ça plus rapidement, plus facilement? Le vocabulaire, etc., etc. Là, j'aurais du mal à répondre parce que j'ai l'impression que c'est un peu tout, quoi. Enfin, Ouais, mais on est sur euh, YouTube, les gens, pour qu'ils restent, tu vois, il faut un truc, quoi. Il faut que ça Ah, claque. moi, si c'était moi, ce serait peut-être, c'était un truc, hein, ce serait les quotas carbone, par exemple, ou enfin un truc qui soit parlant en termes de limites, et puis après, chacun fait sa vie. Mhm. Sinon, 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 non, ce qui me semble intéressant, c'est, alors, je sais pas, c'est peut-être un peu utopique en termes politiques, mais c'est ce que disait Bruno Latour, c'est-à-dire de faire des sortes de cahiers de doléances où en fait on enregistre ce qui est, enfin les modes qu'est-ce qui est frustrant dans les modes de vie, qu'est-ce qui ne va pas,
qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qui compte. Je pense que c'est ça, pour se projeter dans le futur, il faut se dire, mais qu'est-ce qui compte, qu'est-ce que je veux garder? Et justement, avec la question écologique, la question des limites, si on doit changer, qu'est-ce qui compte pour moi? Et ça, je pense que c'est des questions que tout le monde se pose et qui n'arrivent pas forcément au niveau politique. Je ne suis pas sûre que même si tout le monde, évidemment, veut garder son emploi, veut son logement, c'est logique, enfin, je veux dire, c'est des besoins fondamentaux, je ne suis pas sûre que ce serait ça. Enfin, ça arriverait, mais la santé, ça compte, la liberté, ça compte, pouvoir se projeter dans le futur, ça compte. Donc, c'est là qu'est l'utopie pour moi. C'est comment, c'est bon, les utopies éternelles, hein, mais comment, malgré la contrainte écologique, faire en sorte que chacun puisse trouver les moyens de se projeter dans un futur positif. Et là, on voit bien que les biens matériels, c'est quelque chose qui compte, mais ce n'est pas fondamental. Tout le monde n'est pas quand même devenu complètement paresseux au point qu'il ne peut plus dire, battre des œufs en neige sans batteur électrique. Enfin, voilà, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Oui. Non, mais je veux dire, je veux dire qu'on est quand même une société où on a tout mécanisé. Or, on a quand même tous c'est humain de se mettre en activité, de faire des choses. Donc, voilà. Moi, je serais assez sur cette ligne-là, d'essayer d'imaginer, par exemple, quels peuvent être, ce que disait Bruno Latour, justement, quels peuvent être les gestes barrières par rapport à la question du réchauffement climatique et du risque d'effondrement écologique. Juste pour expliquer, avant de te poser la même question, Julien, Bruno Latour, donc, qui est anthropologue un peu pluridisciplinaire, sociologue, anthropologue français, ce questionnaire dont tu parles, Anne, tout le monde peut y répondre. Il suffit de taper Bruno Latour questionnaire sur Google. Les données ne seront pas récupérées, elles sont anonymisées derrière. Et c'est un travail que lui, sociologue, va récupérer derrière aussi. Donc voilà, tout le monde peut y répondre en tapant juste Bruno Latour questionnaire sur Google. Julien. Moi, il y a deux choses. Enfin, une petite blague déjà, c'est à chaque fois que vous avez envie d'acheter quelque chose et que vous pensez en avoir vraiment besoin, je vous invite à regarder ou à écouter La complainte du progrès de Boris Vian, qui déjà en 1956, si je ne dis pas de bêtises, montrait la folie de continuer à toujours vouloir plus pour tout mécaniser et finalement toujours se trouver de nouveaux besoins. Et il y a deux choses au niveau, tu le disais, j'en suis à mon 12e épisode du podcast 2030 Glorieuse, avec qui on part dans les utopies réalistes avec mes invités, qui, eux, font des métiers un peu, pour l'instant, rares et qui seront normalisés demain, j'espère. Et à chaque fois, 9 fois sur 10, quand je leur pose la question de à quoi ressemblerait le futur, c'est 2030 Glorieuse, la première chose qui vient, c'est le lien étroit avec la nature dans leur espace de vie. Tous ne me parlent pas de quitter la ville, mais par contre, d'avoir remis dans la ville, plutôt que de lui laisser encore toute la place à cette fameuse voiture qui prend les routes, qui prend les parkings, qui prend tous ces espaces, d'avoir en fait débétonisé et revégétalisé avec pourquoi pas même aller jusqu'à la dynamique des Victory Gardens pendant la Seconde Guerre mondiale, où tout d'un coup, dans les pays occidentaux, on s'est mis à cultiver dès qu'on pouvait, dès qu'on avait un peu de place. Les chiffres, si je ne dis pas de bêtises, étaient d'avoir réussi en 2 ans à mettre près de la moitié des besoins alimentaires au cœur des villes. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que ça nous redonne le sens du temps long, ça nous remet au contact du miracle de la vie, de passer de petites graines à une courge, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et ça reconnecte aussi les gens, comme on le disait, à la puissance de faire soi-même. Et pour cette croissance systémique, je pense que la première chose à attaquer, c'est le système financier qui est dans un très, très, très court temps et une rentabilité toujours plus grande, immédiate si possible. Il y a eu des présidents qui nous ont promis qu'ils allaient réguler les systèmes financiers à la dernière crise des subprimes, sans citer leur nom, en 2008, vertueux ou pas vertueux, bien rappelés dans l'histoire ou pas, qui s'y sont cassés les dents. Il faut quand même savoir qu'il y a 5 000 milliards d'euros qui sont épargnés par les Français en tout. Et ces 5 000 milliards d'euros, ils sont largement suffisants pour réinventer complètement nos modes de vie et mettre de l'argent à disposition de ce qui permettrait demain de vivre de manière durable. Et ce qui est en plus intéressant là-dedans, c'est que je ne pense pas que, on doive, la croissance et la décroissance, ce n'est pas un bouton on-off.
C'est comment faire en sorte que la croissance actuelle qu'on cherche à tout prix devienne une croissance pour l'instant vertueuse pour participer à un système durable avec de la rénovation, de la réappropriation sur le territoire de certaines industries, etc., etc. Et puis ensuite, petit à petit, pour se rendre compte qu'en fait, on peut viser l'efficience plutôt que la croissance. Est-ce que ce ne serait pas une très belle conclusion, ce que tu viens de nous faire, Julien, en parlant d'efficience et en ouvrant effectivement plein de champs? C'était ça aussi le but de cette rencontre d'un peu plus d'une heure et quart maintenant, c'est de ne pas forcément avoir une réponse claire sur la sortie de crise, etc., etc. Mais c'était d'une part un peu de renseigner, de reparler d'histoire, mais aussi d'ouvrir plein de portes, de terminer sur une note optimiste aussi. On en a tous et toutes besoin en ce moment, je trouve, parce qu'après une crise sanitaire, se taper une crise sociale, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, déjà, je voulais vous remercier, Anne et Julien, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Normalement, là, les gens dans la salle applaudissent. C'est la Ola, même. Ouais, Ola, c'est peut-être quand il y a un sujet un peu plus cool à faire. En tout cas, voilà, merci beaucoup. En ce qui concerne Happy Hour et CapScience, on se retrouve en octobre pour la prochaine conférence. Ce sera sur la question du cancer. Connaîtra-t-on la fin du cancer courant octobre? D'ici là, on aura le temps de vous en reparler. Est-ce que ce sera en physique à CapScience? Est-ce que ce sera encore sur, je dis encore comme si c'était une contrainte, je le vis un peu comme ça quand même, mais bon, est-ce que ce sera à nouveau en physique à CapScience à Bordeaux? Ça, jusqu'à nouvel ordre, comme dirait Édouard Philippe. En tout cas, merci encore de nous avoir suivis et à très vite et bonne soirée, bon appétit, bel apéro. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.